Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Éclair TV et merci pour votre soutien concernant notre analyse hebdomadaire de l'actualité. Merci surtout à celles et ceux qui nous font remonter un certain nombre de questions et souvent c'est dans ces attentes des différents publics que je puise les thématiques que je suis amené à développer avec vous. Aujourd'hui, trois éléments, en tout cas trois sujets ont retenu notre attention. D'abord, la problématique de la démographie. Vous avez entendu la publication il y a 3 jours de l'INSEE, suivant laquelle en 2070, nous ne serions plus que 242 000. Nous tenterons du moins de comprendre ce qui se passe. Deuxième élément, les soignants suspendus. Vous voyez bien qu'au niveau national, le débat en tout cas dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le débat s'agite et voire même devient houleux. Enfin, et ce n'est pas forcément dissocié de la problématique des soignants, nous verrons ce qu'est une niche parlementaire et quelle stratégie a été utilisée pour que justement la problématique des soignants ne puisse pas figurer à l'ordre du jour de la dernière niche parlementaire de la semaine que nous avons passée. Voilà donc les 3 sujets sur lesquels nous tenterons de mener une réflexion en votre présence, puisque je vous rappelle que le but de cette émission n'est pas de donner des recettes toutes faites ou alors de donner des positions dogmatiques, c'est de donner des éléments de réflexion afin que chacun puisse se les approprier et se forger sa propre conviction. Je vous propose de passer au premier sujet relatif à la démographie. Actuellement, et selon les prévisions de l'INSEE, il y a une situation que l'on peut qualifier de quasi inquiétante. Le tableau qui figure à l'heure actuelle, regardez l'avant-dernière ligne, puisque la dernière ligne concerne la France métropolitaine. En 2018, nous sommes 388 000. En 2042, nous ne serons plus que 313 000. Et en 2070, 241 000 habitants à la Guadeloupe. Suivez la tranche qui va de 20 à 39 ans et vous constatez que si en 2018, il y a 75 000 habitants en Guadeloupe qui se situent entre 20 et 39 ans, il y en aura 51 000, donc une perte de 24 000 en l'espace de 20 ans, et il n'y en aura plus que 37 000 en 2070. Ça veut donc dire que la population de la Guadeloupe va considérablement décliner, et je voudrais simplement attirer votre attention sur les 65 ans et plus, qui sont actuellement 73 000 en 2018, et regardez en 2070, ce sera 95 000, sachant qu'en 2042, il y aura 119 000. Ce qui veut dire qu'en 2042, les 65 ans et plus représenteront plus de 40% de la population guadeloupéenne. Vous aurez donc compris que nous sommes dans une situation compliquée qui amène 2 questions. La première, pourquoi il y a cette baisse démographique aussi importante? Toutes les analyses, y compris celles de l'Institut national des études démographiques, que l'on peut croiser avec celles publiées par l'INSEE il y a tout juste 5 jours, toutes convergent sur 2 causes. Le solde naturel qui est de plus en plus négatif, c'est-à-dire qu'entre le nombre d'enfants qui naissent à la Guadeloupe et le nombre de personnes qui décèdent, eh bien, l'écart se resserre. Et par exemple, en 2020, avec la crise de la Covid que vous connaissez, le nombre de décès a été presque 1,3 fois supérieur au nombre de naissances à la Guadeloupe. Ça veut donc dire que le solde naturel étant négatif, les femmes qui résident à la Guadeloupe ne font plus d'enfants et donc les décès ne sont, en tout cas, restent plus importants. Et ils le seront d'autant plus
que, rappelez-vous le tableau en 2042, 115 000 Guadeloupéens, donc 40% auront plus de 65 ans, même ceux qui reviennent ne sont pas en âge de procréer puisqu'ils ont déjà passé un certain âge et par conséquent, il y a de plus en plus de personnes âgées qui vont rentrer, mais également de plus en plus de décès qui ne sont pas compensés par des natalités. Premier élément. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le solde migratoire. Nous perdons régulièrement et quasiment chaque année entre 3 et 3 500 Guadeloupéens, dont 60% ont entre 18 et 35 ans. Ce qui veut dire qu'il y a un processus d'émigration vers l'Hexagone, mais également vers d'autres pays, y compris des pays étrangers. Alors, on retrouve actuellement des Guadeloupéens un peu partout. Eh bien, il y a ce phénomène d'émigration qui fait que la tranche de 20 à 35 ans, qui est la tranche en âge de pouvoir faire des enfants, eh bien, lorsque ces enfants naissent, ils naissent pour la plupart à l'extérieur de la Guadeloupe, d'où ce solde déficitaire. Il y a maintenant presque 3 fois plus de Guadeloupéens qui partent que de Guadeloupéens qui rentrent. La résultante de ces deux phénomènes, eh bien, c'est que nous sommes actuellement dans une situation de déclin démographique et que ce déclin démographique a des conséquences sociologiques particulières puisque nous allons, que l'on le veuille ou pas, vers un métissage à la fois socio-ethnique mais également caribéen de la population résidente à la Guadeloupe. D'ailleurs, vous constatez qu'au niveau des écoles primaires, beaucoup d'enfants sont originaires des pays de la Caraïbe, créolophones, anglophones, hispanophones, ce qui peut se comprendre puisque plus notre jeunesse partira pour aller travailler à l'extérieur et davantage les espaces laissés libres sur le plan professionnel seront occupés par l'immigration. La solution donc au problème démographique, parce que l'INSEE s'est appuyé sur la projection la plus pessimiste. Maintenant, il peut y avoir une solution plus optimiste où de toute façon il y aura un déclin démographique, mais où nous perdrons moins d'habitants, c'est si nous nous donnons les moyens de pouvoir stabiliser une partie de notre jeunesse sur place, puisque nous ne pourrons jamais, dans tous les cas, donner du travail à tout le monde sur place. Cependant, il est possible d'en stabiliser un nombre beaucoup plus élevé pour diminuer donc cette baisse démographique. Vous voyez donc que la situation, pour l'instant, ne nous inquiète pas, mais que se posera le problème dans les 10 ans qui viennent de la prise en charge des seniors, ce qui va restructurer à la fois le marché de l'emploi, les services à la personne, mais nécessitera au niveau des collectivités de revoir leur stratégie de mise à disposition des services à la personne et en particulier le conseil départemental, dont c'est la compétence principale, afin de pouvoir, subvenir aux besoins d'une population de plus en plus âgée. Donc, attendons voir dans le cadre des futurs schémas, à la fois le plan départemental gérontologique ou alors d'autres schémas qui permettent l'aide aux personnes âgées en particulier, mais également les schémas qui devront permettre de stabiliser une partie de la jeunesse à la Guadeloupe. Attendons voir qu'est-ce que proposeront les élus de manière dynamique et réaliste pour prendre en charge ces deux publics. Nous en avons terminé avec les problématiques démographiques de la Guadeloupe. Je vous propose de réfléchir brièvement sur la situation des soignants suspendus, puisqu'il faut reconnaître que jusqu'à ce jour et pendant depuis 1 an, des pères et des mères de famille vivent dans une situation de précarité qui ne peut pas nous laisser insensibles. On pourrait penser que s'agissant du personnel soignant ou aide-soignant suspendu,
il y a une lueur d'espoir. Ce que je partage, mais cette lueur, je vais en tout cas vous donner un certain nombre d'éléments qui me semble-t-il ternit considérablement l'éclat de cette lueur. Il est sans doute, et il est certain qu'au niveau national, le débat a fait rage. Le débat a fait rage parce que vous avez entendu à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat, nos députés et sénateurs ne cessent de relancer le gouvernement sur cet aspect-là, en tout cas sur la nécessité de réintégrer les soignants. Et pourquoi ça se passe à l'Assemblée ou au Sénat? Parce que tout le monde sait, et je ne cesse de le répéter sur les zones d'Éclair TV, que la solution de ce problème se situe dans la procédure parlementaire, dans la loi, sur le plan de la législation. Et vous avez vu que ces échanges ont été extrêmement durs, au point qu'Olivier Servat a eu le courage de tenir des propos dont il est même question que le bureau de l'Assemblée se réunisse pour analyser en tout cas leurs conséquences et apprécier la proportionnalité d'une éventuelle sanction. Il n'empêche qu'actuellement, la France est le seul pays, les deux seuls pays d'Europe, la France et la Grèce, sous les 27 pays d'Europe, à n'avoir pas réintégré ses soignants. Et quand on voit, et c'est ce qui me semble-t-il ternit quelque peu la lueur d'espoir concernant les soignants, quand on voit les propos tenus au niveau national, en particulier celui du ministre de la Santé, Jean-François Braun, il a sollicité à la fois la Haute Autorité de Santé, à qui il a demandé un avis au plus tard en janvier 2023. Mais on connaît la position de la Haute Autorité de Santé et sa réticence à pouvoir intégrer les soignants. Il y a ensuite été demandé un avis au Conseil consultatif national d'éthique, deuxième instance concernée. Or, on sait quelle est la réticence également au nom de l'éthique de ce Conseil national. Enfin, il y a le Conseil scientifique qui a également été sollicité pour avis. Et ce qui paraît le plus inquiétant, c'est la quantification que fait le gouvernement de la situation, c'est-à-dire que le ministre de la Santé, François Braun, estime que sous les 320 000 infirmiers qui œuvrent actuellement dans l'Hexagone, et certainement en intégrant ceux en Outre-mer, 1050 d'entre eux, donc un chiffre qu'il qualifie lui-même d'infinitésimal, refusent l'obligation de se vacciner. Donc on comprend qu'il y a une évolution contextuelle au niveau de l'Europe qui isole la France, qui persiste et signe dans le refus d'intégrer les soignants, avec la Grèce bien sûr. Il y a au niveau national un débat qui est lancé, et quand je vais étudier tout à l'heure les niches parlementaires, certainement que la problématique des soignants et des soignantes sera relancée. Mais parallèlement, il y a une réticence du gouvernement qui estime que le peu de personnes qui ne sont pas vaccinées ne remettent pas en cause le fonctionnement du système de santé, et par conséquent, le gouvernement, et je viendrai tout à l'heure sur ses stratégies au niveau législatif, le gouvernement fait durer en tout cas la problématique de l'intégration des soignants en estimant que ce n'est pas un problème politique qui nécessite une décision juridique, c'est d'abord un problème politique et éthique, et je vous ai listé la liste des personnes, en tout cas des institutions qui ont été consultées, mais dont on sait que l'avis ne sera pas favorable, en tout cas pour une majorité de ces institutions. Sur cette base, écoutez, c'est un combat qui continue jusqu'à ce que le gouvernement accepte entre guillemets, de ne plus s'isoler en Europe par rapport à l'intégration des soignants, et je reste persuadé que ce problème viendra également d'une pression intermédiaire, en tout cas de l'Europe,
sachant que je rappelle que l'Europe n'a pas de compétences directes dans les États en matière de santé et ne peut pas, elle, prendre un règlement. La directive se traduit comme les États veulent, en tout cas en droit, dans leur droit. Ce serait un règlement qui s'imposerait aux États. L'Europe ne prendra pas de règlement et laissera toujours aux États le soin de gérer la situation de leurs soignants. Nous attendrons l'évolution des événements, il y aura d'autres rebondissements sur cette problématique. Ce sera d'ailleurs justement l'occasion d'aborder le troisième sujet qui concerne les niches parlementaires, puisque un des faits générateurs de la polémique au niveau national vient justement de la problématique liée aux niches parlementaires. Depuis juillet 2008, l'article 48 de la Constitution a été modifié dans le sens d'une plus grande démocratie, en particulier en laissant un espace d'expression aux groupes d'opposition ou aux groupes minoritaires. Alors, au groupe d'opposition, c'est par exemple la France Insoumise, c'est le Rassemblement National. Le groupe minoritaire, c'est par exemple le MoDem, sachant que le gouvernement n'a pas la majorité absolue. Alors que se passe-t-il? Ce que prévoit cet article 48, une fois par mois, de 9h à minuit, et suivez bien ce créneau horaire parce que c'est là où la proposition de loi concernant les soignants a été entre guillemets relayée dans un ordre prioritaire moins important. De 9h à minuit, l'opposition, et chaque opposition, donc la semaine dernière c'était la France Insoumise, fait une proposition d'ordre du jour de l'Assemblée ou du Sénat, c'est valable également pour le Sénat, et c'est dans cet ordre du jour, eh bien, un groupe d'opposition propose un certain nombre de propositions de loi qu'il souhaiterait voir aboutir. De manière très quantitative, quand on prend cette formule au cours des 2 dernières années, donc il est possible de vérifier sur le site de l'Assemblée, très peu de propositions de loi faites dans le cadre de la niche parlementaire ont abouti. Il n'empêche que cette procédure existe. Alors que s'est-il passé la semaine dernière? La France Insoumise, dont c'était le tour en tant que groupe d'opposition de faire des propositions de loi, a décliné une dizaine de propositions de loi. Et parmi celles-ci, il y avait une proposition tendant à réintégrer les soignants. Mais qui dit proposition de loi, il n'a jamais été dit au niveau de la Constitution qu'elles doivent être adoptées. Et on a vu au niveau national la tendance qui est favorable au gouvernement, elle n'est pas majoritaire, mais elle est la plus nombreuse. On l'a vu mener 2 stratégies. La première a consisté à multiplier le nombre d'amendements. Et ces amendements, si vous ne les retirez pas, il va falloir les discuter. De 9h à minuit, le temps passe. Plus, me semble-t-il, plus subtil, c'est que le parti favorable au gouvernement, en tout cas Renaissance, a demandé des suspensions de séance. Et pendant ce temps-là, le temps court. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'au dernier moment, voyant minuit arriver, puisqu'il ne faut pas dépasser minuit, eh bien, la France Insoumise a dû revoir le classement, en tout cas, qu'il a opéré. Et dans ce classement, il a mis d'autres propositions et a enlevé, puisqu'elle n'avait pas eu le temps d'être analysée avant minuit, la proposition relative à la réintégration des soignants, ce qui a soulevé le courroux, en tout cas, qui a courroucé un certain nombre de députés. Ce n'est pas perdu à condition que le mois prochain, dans la prochaine niche, c'est une fois par mois, qu'un parti d'opposition veuille bien mettre en position hiérarchique suffisamment importante l'intégration des soignants, de telle sorte qu'il puisse y avoir au moins un débat, sachant, je vous rappelle, que rien n'est absolument gagné, puisque peu de propositions
déposés par l'opposition dans ces niches parlementaires trouvent l'aval de l'Assemblée nationale. Entre-temps, et voire même du Sénat, entre-temps, les différents organismes que je vous ai cités auront donné leur avis. Je ne me fais pas trop d'illusions concernant leur avis. Sachez simplement qu'au moins, on aura une idée beaucoup plus précise du contexte hors législatif et de l'état d'esprit des institutions qui sont en charge de veiller à la santé sur le plan à la fois législatif, politique, scientifique et éthique. On attendra donc la semaine prochaine et nous verrons, puisque je vous l'ai dit, ce débat concernant les soignants suspendus n'est pas terminé. Nous verrons quelle stratégie sera menée au niveau national, y compris par nos parlementaires, de manière à pouvoir réintroduire dans le débat, en tout cas dans le cadre d'une niche, une proposition visant à la réintégration des soignants. Merci en tout cas de nous être fidèles sur Éclair TV. Merci pour votre attention, également vos observations. À la semaine prochaine et dans tous les cas pour ce soir, que la nuit vous soit douce.